bienvenue sur ce nouveau live avec Tony RC. Et cette fois-ci, on accueille Renaud Savoya. Salut Renaud. Salut tout le monde. Salut Tony. Salut Vivi, salut Tony. Salut à tous. Merci à vous d'être présents. Et ouais, Alors, je vais prendre la parole tout de suite. Vas-y. Donc, comme d'habitude, on va faire une interview de Renaud. La première partie sera de 30 minutes à peu près. On a préparé des questions, donc une bonne douzaine de questions. Et puis ensuite, on passera à vos questions. Voilà, en tout cas, nous, ça nous fait vachement plaisir d'avoir Renaud Savoya parmi nous. C'est un peu le Graal de nous, petits bénévoles, pseudo-journalistes depuis des années, de se dire putain, ça y est, là on a un champion quoi. Donc merci en tout cas d'avoir répondu positivement à notre petit appel du pied. Avec plaisir. Et Merci à vous. parce que l'air de rien, ça fait quand même un bail que t'es là. Si je me trompe pas, tu as 32 ans. 33, merci. Un de moins. En 33, ouais. Ah ouais, donc on a qu'un an d'écart alors. Ok, bon, 33. Et tu as commencé à 5 ans, pendant les années 90. C'est ça. Ouais, quand 90, on écoutait de la dance et compagnie, quoi. Ouais, non, années 90. Ouais. J'ai débuté en 93, ma première licence. Donc, c'est pas hier, ouais. C'est ça. Et comment t'as commencé, du coup Alors, en fait, tout simplement, comme pas mal d'entre nous, je pense, mon père faisait de la compétition. Et pendant la pause de midi, moi, je marchais derrière la voiture, tout bêtement. J'embêtais tout le monde avec le bruit, alors que tout le monde voulait une pause déj tranquille. Du coup, je marchais derrière la voiture. J'étais déjà un peu piqué par le truc. L'année d'après, j'ai attaqué les compétitions. Voilà, je suis monté sur le podium. Et puis, de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui. Énorme. Bon, bah écoute, merci. Du coup, Tony va pouvoir poser sa première question. Alors, donc il y a beaucoup de monde qui te connaît déjà. Nous, on te connaît depuis très longtemps. Et est-ce que tu saurais tenter de nous lister tes titres par année et sur quelle marque de châssis? Alors, l'année charnière, je dirais, ça aurait été. Enfin, les années charnières, c'était plutôt 2007-2008 pour moi. Donc, j'ai été champion de France pour la première fois en élite en 2007. J'avais été champion de France national en 2001. Ça a pris un petit peu de temps avant de passer l'échelon vraiment à devenir champion de France élite. Champion de France national, c'était avec le Kyosho MP75, avec un GS Storm sur la fin d'année. Ensuite, 3 fois champion de France avec un Mugen, en 2008, 2009, 2010. Première fois champion d'Europe en 2008 avec un Mugen. Et ensuite, petit break sur les titres jusqu'à 2016 avec un Losi, donc 2016, 2017, 2018, 2019. Et 2020 avec un Kyosho, puisque confinement oblige, je garde mon titre. Donc, du vol, c'est du vol. Et une fois champion de France 4-2 avec un autre aussi en 2018. Pardon. D'accord. Bravo, belle mémoire. Ouais. À toi, Vivi. Ouais, on n'a pas 50 non plus, hein. On ne peut pas les oublier quand même. Non, c'est vrai, c'est déjà pas mal de s'en souvenir aussi précisément. J'ai une question que beaucoup se posent, mais finalement même moi, parce que je pense que c'est pas une question que j'ai souvent abordée avec les pilotes pro. Concrètement, pilote pro, ça consiste en quoi? Pour beaucoup, c'est piloter, être le meilleur, gagner, se dire allez, en fait le mec, il est toujours sur la piste en train de rouler, son métier c'est que rouler, rouler, rouler. Mais je pense pas que ce soit vraiment ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est réellement ton métier et quelle est une journée type et une semaine type d'un pilote professionnel? Oui, effectivement, pilote pro, pour moi, ça reste un métier. Donc, comme n'importe quel métier, moi, c'est un métier passion. Je peux pas être plus heureux que de faire le métier que j'aime aujourd'hui. Mais comme tout métier, il y a des contraintes et des avantages, des inconvénients. Il y a la partie visible de l'iceberg où on va en piste, on fait une course et puis on essaie de la gagner. Et si on la gagne, on est content. Il y a la partie cachée avec toute la préparation derrière. C'est vrai que j'essaye de m'entraîner un maximum pour être au top. Je pense que vous comprenez naturellement que ça reste un sport, entre guillemets. Donc c'est vrai que comme n'importe quel sportif, comme Nadal, comme tous ces gens-là qui vont s'entraîner des heures et des heures, ça implique la même chose. J'essaye de m'entraîner entre 2 et 10 heures par semaine en fonction du timing, en fonction des courses, en fonction du calendrier. Donc ça, c'est vraiment la partie compétition. Après, il y a toute une partie, comme je disais, cachée, où il y a une partie de développement. Donc, pour les marques aujourd'hui qui sont Kyosho, Pico, Aka, en fait, il y a toute une partie recherche et développement où j'ai
de par mon expérience, un feeling à apporter, un plus à apporter sur des choses que je pourrais essayer, donner mon ressenti pour faire améliorer les produits qui vont sortir commercialement par la suite. Donc ça reste encore vraiment en piste du travail, à passer du temps sur la piste. Et puis après, il y a toute la partie cachée derrière où je réponds à tous les messages que je peux recevoir de clients, d'amis passionnés qui ont des questions techniques. Au quotidien, des fois jusqu'à 23h, minuit, 2h du matin, avec les changements de fuseau horaire, évidemment, on peut répondre à tout le monde à n'importe quelle heure de la nuit aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie-là. Et puis après, il y a toute la partie préparation de la voiture, parce que quand on va faire une course aux États-Unis, par exemple, c'est 3 voitures à préparer. Par exemple, il y a des moments comme le Grand Prix de Montpellier, ça s'enchaîne. On a 2 jours pour refaire 3 voitures, prendre l'avion, repartir. Donc, un peu la semaine type, ça s'organise un peu en fonction du calendrier, mais il y a de la préparation, du temps sur répondre sur les réseaux sociaux et puis se préparer pour la. D'accord. Effectivement, tu t'ennuies pas. Non, effectivement. Alors, du coup, je vais prendre la parole. Renaud, comment tu expliques qu'est-ce qui a fait ta réussite? Quels sont les différents paramètres qui t'ont aidé naturellement et les paramètres que tu as dû travailler en toi? Je pense que je suis d'un naturel calme. C'est vrai que ça peut, je pense, pas se travailler. Enfin, ça peut se travailler avec de la sophro, des choses comme ça, mais je pense que ça a pas mal aidé déjà au début de ma carrière. C'est vrai que le fait de commencer tôt, ça m'a permis de grandir avec. Donc, j'avais peut-être un petit peu de talent à la base qui m'a permis de le travailler pour arriver à ce que j'en suis aujourd'hui. Le fait que je sois calme, c'est vrai que ça aide aussi énormément. Quand vous êtes monté sur le podium, vous êtes tout tremblotant. À la première faute, ça part en cacahuète et puis tout ça hurle sur le podium. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des résultats comme ça. Donc, c'est vrai que ça a pas mal aidé. Et je pense que j'ai une certaine rigueur aussi que j'ai travaillé aussi au cours des années. Mais c'est vrai que cette rigueur-là de travail, de préparation, d'entretien de ma voiture fait que quand je vais sur un podium, je me pose plus la question de mon pilotage, de ne pas faire de faute, de choses comme ça, pour pouvoir gagner. Et en général, la préparation de ma voiture, je sais que ça va jusqu'au bout. Comme certains le savent peut-être, tu as aussi une autre activité qui est donc celle de RSRC. Voilà, on a vu des logos, on voit aussi passer tes publications. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur est-ce que c'est un magasin, un distributeur? Voilà, raconte-nous. En fait, RSRC, au début, c'était plutôt pour occuper mes journées d'hiver entre saisons, entre guillemets, et puis préparer un peu l'avenir après être pilote professionnel, parce que comme n'importe quel métier, passion comme ça, je sais que ça va s'arrêter un jour, malheureusement. Donc, c'était plutôt pour préparer cet avenir-là. Et en fait, j'ai été un peu pris par les événements parce que j'ai un shop en ligne, on distribue pour la France des produits, donc les cerveaux Yost. Aujourd'hui, on est distributeur pour la France de toute la gamme de produits XTR, utilisés notamment par David Ronfolk, par Elliott Woods, donc vraiment des super produits. Et en fait, notre gamme, elle s'est élargie, on a énormément de produits, on vend aussi pour la France comme un magasin les produits Kyosho, les produits Pico, les produits Logic, DLR. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande de plus en plus de temps. Donc, en fait, depuis le début d'année 2019, ma compagne a rejoint l'équipe RSRC et donc elle s'occupe avec moi du magasin au quotidien. D'accord. Parfait. Alors, je vais passer sur une nouvelle question. Quel est ton ou tes meilleurs souvenirs en RC? Alors, on a préparé un peu, on a quelques photos, j'imagine. Et pourquoi c'est ton meilleur souvenir? Alors ouais, il y a pas mal, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'événements charnières dans ma carrière. Mais c'est vrai que pour moi, la plus grosse année, c'était 2008. J'avais fait déjà ma première finale de championnat d'Europe, c'était 2006. J'avais 19 ans. Et c'est vrai que, vous voyez, vous pouvez voir sur cette photo-là, c'est vrai que j'ai évolué déjà entre-temps, mais en fait, jusqu'à l'année 2008, c'était vraiment l'année de la consécration. J'ai été champion d'Europe. C'est vrai que j'ai commencé à faire les finales de championnat d'Europe en 2004. Donc 2004, 2005, 2006, 2007, j'ai fait 9, 5, 4, 3, 2 en finale de championnat d'Europe. Là, c'est bon, quoi. Il y a un moment, il faut y aller.
Et du coup, 2008, bah, enfin, on y va. Vous voyez la photo du coup avec mon père et Manu, on est sur le podium, on est champion d'Europe. Ça, c'est vrai que j'en ai des frissons maintenant, rien que d'en parler, parce que c'est vrai que j'en ai encore un super souvenir de cette semaine-là. On avait gagné le warm-up, on y allait pour ça. Et puis on repart avec la timbale, c'était fantastique. Donc c'est vrai que cette année 2008, pour moi, elle était charnière, parce que comme j'ai dit, il y a eu ce championnat d'Europe, et puis ça s'enchaîne quelques mois plus tard avec le championnat du monde. Où je rentre la finale pour la première fois, première finale de championnat d'Europe, championnat du monde, et du coup un peu stressé. J'avais gagné le warm-up du mondial, donc tu te dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. J'ai fait quelques minutes en tête, et puis j'échoue à pas loin du titre, je crois il y a 10 secondes, je crois, du titre de champion du monde. Je finis 3e au championnat du monde en 2008. Donc c'est vrai que 2008, entre la crête au championnat d'Europe et puis le championnat du monde, c'est vrai que c'était la plus belle année de ma carrière. C'est clair. Elle nous a marqué cette photo, ce moment-là, puisqu'en fait, on peut apercevoir sur la photo que Vivi vient de montrer, il y avait Mathieu d'automodélisme derrière. Moi, je faisais les photos. Donc, en fait, c'est un championnat d'Europe qui était en Crète. Et donc, à l'époque, on faisait pas mal de reportages et on suivait le championnat de France et le championnat d'Europe. Et de t'avoir vu gagner et d'avoir couvert ce reportage, c'était vraiment pour nous vraiment sublime de vivre ça avec toi. Ouais, puis sincèrement, c'est toujours des super souvenirs parce que pour moi, on a à ce moment-là, je parle comme un vieux, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait peut-être un peu plus d'esprit équipe de France. Moi, je me souviens autant au championnat d'Europe en Crète en 2008 ou à Reims en 2012, on joue encore une fois le titre. Il y a énormément de monde. Là, à Reims, c'était pareil. Je veux dire, il y a des dépassements avec David Rolfal. Tout le monde gueule, tout le monde chante, tout le monde tape des pieds. Ça, c'est vrai que c'est une surmotivation pour moi. Autant, il y a certains pilotes, ça les stresse. Moi, je trouve ça exceptionnel. Et ça me booste à fond. Donc, c'est vrai que c'est des super souvenirs. Tout à fait. Ouais. Pour en avoir vécu avec toi, c'est vrai. Et il y avait aussi, j'avais vécu aussi un autre championnat d'Europe à Auxerre, je crois. Je crois que c'était beaucoup plus tôt que ça. Mais pareil, il y avait des super ambiances entre Français. C'était en 2007, il me semble, Auxerre. Il y a eu 2007, ouais. J'ai fini vice-champion d'Europe. J'étais en tête et puis Robert a décidé de mettre les bouchées doubles. Du coup, il m'a bouffé juste avant la fin. Mais c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a souvent eu une rude concurrence entre Robert Battle et toi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, du coup, je serai en live aussi avec lui le 3 mai. Pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être un des pilotes pro avec lequel j'ai le plus d'affinité parce qu'on se suit depuis des années. À chaque fois que j'ai un changement de marque, il me dit non, mais fais le bon choix. Là, je veux que tu reviennes jouer avec moi. Je veux qu'on refasse les batailles comme autrefois et tout ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des pilotes pro avec qui je m'entends le mieux et qu'on a un super respect, en tout cas, autant en dehors que sur la piste. On le voit là d'ailleurs sur la photo à tes côtés, sur le podium de Guarda en 2010. C'est ça. Il serre un peu les dents parce qu'effectivement, on s'est battu le titre et il a fini deuxième. Mais ouais. Ouais, il sourit pas trop sur la photo, on est d'accord. Là, Miguel Mathias non plus, il a pas l'air trop content. Mais lui, il sourit jamais, c'est normal. Ouais, c'est pas un grand souriant. C'est pas un grand communicant. Non, on va dire ça comme ça. Il est sur la table devant toi, je le vois, ton petit requin. D'où ça vient cette histoire de requin? Et ouais, parce que du coup, on a été coupé parce que j'étais en préparation, tout le monde me l'a demandé. J'ai fait un tuto origami la semaine dernière et du coup, j'étais obligé. J'étais obligé de préparer un tuto requin. Comment faire un requin en origami. Donc j'étais obligé. Voilà, il est là. Il partage ce live avec vous. Il n'est pas fini. J'ai été coupé. Oui, on a été un peu trop rapide. Je suis désolé. Donc non, pourquoi le requin? En fait, je sais pas pourquoi, depuis gamin, je suis fasciné par les requins. Je trouve que c'est un animal magnifique. Et en fait, à l'époque, Flo Day, qui me peignait mes carrosseries, a récupéré le logo de Nakano, le pilote moto. Mm-hmm. Et en fait, c'était exactement mon logo. C'est-à-dire que le requin, il a le pilote de bécane sur son dos. Et il m'a fait ça sur une carreau un jour. J'ai dit, mais ça, c'est exceptionnel. Je veux ça, je garde ça.
Et en fait, du coup, depuis, ça devait être 2003, je crois, un truc comme ça, j'ai les requins sur mes carrosseries quasiment à chaque fois. Et du coup, j'essaye de faire en sorte de trouver des peintres suffisamment talentueux pour pouvoir le faire. Pour pouvoir continuer coup, à le faire. Voilà, quand on a commencé à en discuter avec Val, il me dit ouais, je pourrais peindre tes carrosseries, tout ça. Je dis Val, c'est super bon, tu fais des super trucs, mais la seule condition, c'est que tu puisses peindre le requin. Et du coup, il m'a dit ouais, allez, j'essaye, on y va. Donc ouais, j'étais passionné par les requins depuis tout jeune, jusqu'en 2009, quand j'ai habité en Australie, où du coup j'ai plongé avec les grands blancs. Donc je suis parti une semaine sur un bateau de pêche, et du coup je suis allé plonger avec les grands blancs. Dans une cage, mais dans une cage en profondeur. Donc voilà, ça a continué d'alimenter cette passion, et c'est vrai que j'étais à 10 cm des grands requins blancs qui faisaient plus de 5 mètres, et du coup ça a continué d'alimenter ma passion. C'est énorme. Bon, en tout cas, au moins, tu as trouvé un logo où on te reconnaît assez facilement partout, les carreaux, c'est l'avantage. Ouais, voilà, ça reste sur toutes mes carrosseries. Le logo aussi du coup de RSRC, Arbour Fier Monstre Requin, ça correspond aussi un peu à ma façon de voir les choses. C'est que je suis ultra compétiteur, je ferai tout pour gagner, et du coup voilà, ça donne un peu cette image-là, malgré que quand on rentre un peu dans la vie du requin, on voit que c'est pas forcément l'image qu'on veut donner de cet animal, mais voilà, ça me représente bien, je pense. Oui, t'es pas si méchant. Tu vas pas manger tout le monde, ça va? Non, je ne mangeais personne encore, tout va bien. Parce qu'avoir un caractère de requin, c'est pas terrible non plus. C'est surtout en bourse, personnellement. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu as eu un trou à un moment donné, tu disais au niveau de tes titres. Du coup, ma question, c'est quels ont été tes meilleurs choix de carrière, mais aussi tes mauvais choix dans ta carrière? Je dirais pas que j'ai eu des mauvais choix, parce que pour moi, chaque expérience, elle m'a permis de grandir et de faire en sorte d'être la personne, le pilote que je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai fait des choix à un moment donné qui ont pénalisé effectivement mes résultats, ça c'est une évidence. Mais pour moi, chaque expérience, encore une fois, j'ai réussi, je pense, à la transcrire en quelque chose de positif. C'est vrai que quand j'étais chez X-Ray à l'époque, par exemple, j'avais une bonne position, j'ai eu d'autres possibilités commerciales à un moment donné, et puis ça s'est mal passé. Donc voilà, c'est des choses qui sont tournées différemment. À l'époque, c'est vrai que j'étais 3 fois champion d'Europe. Historiquement, d'affilée, personne ne l'a fait. Donc je suis le seul encore aujourd'hui à être 3 fois champion d'Europe d'affilée. D'être 3 fois champion d'Europe, c'est arrivé, mais 3 fois de suite, jamais. Je vais essayer, cette année, ce sera pas possible, mais l'année prochaine, de mettre un 4e titre à mon collier pour monter encore dans cette hiérarchie historique. Mais voilà, à l'époque, j'étais 3 fois champion d'Europe. J'ai fait le choix de partir vers une nouvelle marque. Tout le monde l'a critiqué. Mais c'est vrai que c'était un choix à ce moment-là de ma carrière. J'en avais besoin. Donc c'est vrai que je ne sais pas aujourd'hui où je serais si je n'avais pas fait ce choix-là. Par exemple, si j'étais resté chez Mugen encore, peut-être que je n'aurais pas eu non plus le palmarès que j'ai aujourd'hui. Je suis 8 fois champion de France. Je ne serais peut-être pas 8 fois champion de France si j'étais resté chez Mugen ou pas. On n'en sait rien. J'ai fait mes choix. Aujourd'hui, je ne regrette aucun de mes choix. Et c'est vrai que j'ai fait des choix bien meilleurs. Voilà, aujourd'hui, de créer mon entreprise, le fait de continuer là-dedans, parce que j'ai eu des mauvaises surprises aussi. J'ai été très déçu par certaines personnes, et à un moment donné, tu es là et te dire est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans ce milieu-là ou pas? Et c'est vrai que je suis resté dedans, et j'apprécie énormément de personnes dans ce milieu, donc c'est vrai que je ne pourrais pas décrocher. Mais c'est ma passion, et c'est vrai que ça m'anime au quotidien, donc je suis très heureux des choix que j'ai faits. Très bien, merci. Catherine. Par contre, oui. je vous coupe 2 secondes, mais on n'avait pas dit que pour Marie, il y avait plus de 200 personnes en live. Ouais, on les a toujours pas dépassés là. On est à 192, sans déconner. Partagez la vidéo, faites une watch party, je sais pas. Marie, elle m'a envoyé un message hier, elle m'a envoyé un texto, elle m'a dit allez, sois fort parce que moi j'ai mis la barre haute. Je dis mais Marie, tu m'as mis la pression là, et je suis obligé là, faut y aller. Tu sais quoi, je la balance. On est qu'à 190. Elle m'a appelé ce matin pour connaître tous les chiffres qu'il y avait eu depuis lundi. Mais je lui ai quand même expliqué qu'il y avait une histoire de replay, que les gens étaient peut-être pas dispo, que les gens allaient forcément regarder après, et qu'il fallait pas non plus qu'elle s'avoue
qu'elle s'avoue vainqueur. Mais j'espère qu'elle est en train de regarder d'ailleurs. Je la balance, elle est en comité directeur de la Fédé. Ah. Voilà. Donc elle va. Par contre, François nous regarde, hein, parce que lui, le comité directeur, c'est pas ce qui le passionne. Il préfère t'écouter toi, en tout cas. Alors, ce qui est sûr, c'est que le sujet que abordait Marie est un sujet qui est hyper. Enfin, que tous les compétiteurs veulent avoir une réponse. Même moi, le premier, hein, je pose la question. On a beaucoup de choses qui dépendent des choix que vont faire la Fédé à un moment donné. Donc c'est vrai que... Alors, du coup, non, elle nous regarde parce qu'elle vient de m'envoyer un SMS en disant « Vilaine, je pense que vous allez même le voir passer à l'écran. » Voilà. Ils sont vachement concentrés au comité de la Fédé, a priori. Ouais, pas mal, hein. Exactement. C'est à toi maintenant. Question suivante. Bon, alors je rebondis sur l'actualité du jour. Hein, tu vois, c'est comme Plus belle la vie, on arrive à s'adapter un peu au quotidien. On en a discuté ce matin. Tu as partagé aussi une vidéo sur ta page. On fait face à une espèce d'énorme vague de youtubeurs sortis de nulle part. Voilà, enfin pour nous, parce que je pense qu'on est des vieux et qu'on est un peu dépassé par tout ça. On a encore à l'époque des forums qui, bon, malheureusement, ne sont plus trop d'actualité. Donc on a réussi à rebondir sur Facebook. Maintenant, il y a l'arrivée des youtubeurs avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc on voit de tout. Là, clairement, on a vraiment de tout. Du bon, du moins bon. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, c'est vrai qu'à tout niveau, c'est vrai que chacun essaye je sais pas, de se mettre en avant. Aujourd'hui, c'est la façon de voir les choses. Moi, j'ai beaucoup peut-être de jeunes pilotes qui me contactent pour être sponsorisés, pour qu'on parle d'eux, pour qu'on partage leurs photos, des choses comme ça. Alors qu'ils ont gagné une course de ligue. Malheureusement, vous faites du motocross, vous faites du karting, vous avez gagné la régionale du coin. On va pas vendre 50 000 karting parce que vous avez gagné la course locale. Et je pense qu'on est dans cette bulle-là aujourd'hui. Tout le monde veut sa part de célébrité, sa part de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai partagé un truc ce matin, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le premier, si je fais de la course à pied ou je fais du vélo, je suis beginner. Je ne vais pas commencer à dire faut faire ça ou faut faire ça. Je vais plutôt être dans l'autre sens, à suivre les autres. Je regarde des tutos pour n'importe quoi aujourd'hui. Pour faire mon requin en papier, je ne me suis pas dit, tiens, je vais le faire. Donc c'est vrai que... Et on a des choses comme ça sur Facebook, sur YouTube. J'ai partagé du coup la vidéo sur YouTube aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est du fake ? J'en sais rien. Cette vidéo, elle a été faite en 2012. Et du coup, ce mec-là, moi, j'ai l'impression qu'il vit sa vie à fond. Il a l'impression de faire vraiment quelque chose de bien et il veut partager ça avec ses potes. Et je pense qu'on a beaucoup de youtubeurs des temps modernes aujourd'hui qui essayent de partager leur expérience. Et effectivement, à l'époque, moi, déjà, en tant que pilote pro, je me bataillais contre des a priori comme ça et des personnes qui balançaient des trucs sur des forums. Vous pouvez voir la vidéo, j'en pleure de rire encore. Quand tu l'as, ouais, je vous la partage. Tu nous l'as envoyé ce matin, j'ai halluciné. J'ai piqué une barre. D'abord, le gars, il tient la tige d'amortisseur avec une pince coupante, puis après, il rectifie les défauts. C'est excellent. Non, mais c'est exceptionnel. Moi, je veux dire, à chaque fois qu'on est en soirée de championnat de France ou un truc comme ça, tu vois, tu as fait des mauvaises qualifs, tu es dans les flops complets quand tu fais les tops et les flops autour de la table. Tu te remets cette vidéo-là, tu te dis, barman, une autre bière, c'est bon, on est reparti là. C'est un truc de malade. Et c'est vrai que ce genre de personnes, malheureusement, font énormément de mal parce que lui, il le fait peut-être en rigolant, je ne pense pas. Mais il le fait sérieusement et il y a des gens qui vont regarder ça en disant « Ah ouais, il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire !» Et du coup, forcément, ça fait énormément de mal à notre activité parce que du coup, moi, je me bats encore 2 fois plus derrière pour dire « Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça !» Et c'est vrai que c'était l'époque des forums, effectivement, où il y avait des mecs qui roulaient dans leur jardin et qui commençaient à donner des conseils à n'importe qui. C'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est aussi malheureusement le cas sur YouTube et sur Facebook aujourd'hui. Chacun y va de son petit commentaire. J'ai pas la science infuse, j'ai 30 ans d'expérience, j'essaye de faire au mieux. Des fois, quand je fais des tutos, putain, je vais quand même regarder 2-3 trucs pour être sûr que je dis pas des conneries. Et j'essaye parce que j'ai quand même l'impression de me dire, mais attends, il y a quand même des gens qui vont m'écouter. Je crois que mes vidéos, il y a plus de... On a plus de 2000, 3000 personnes des fois qui voient la vidéo, 4000, les derniers tutos, on est à entre 7 et 10 000 personnes qui voient la vidéo. Et c'est vrai que tu te dis, si je raconte une connerie,
ils vont faire la même. Et c'est dommage. Et c'est vrai que j'essaye de rester dans ce truc-là. Et malheureusement, je pense que pas tout le monde, des fois, a cette logique ou au moins l'expérience pour pouvoir la partager. Quoi. Essayer déjà de faire votre propre expérience, puis après partager-la. Mais c'est vrai qu'essayer d'éviter de dire des bêtises. Ouais. Exactement. D'ailleurs, en tant que nouveau youtubeur, puisque j'ai créé ma chaîne en janvier, donc Tony RC, pour ceux qui veulent, cette interview sera entièrement rediffusée sur YouTube. Et effectivement, si moi je dois parler par exemple de montage d'un différentiel ou d'amortisseur, eh bien j'ai une source très très sérieuse en ce moment, ça s'appelle les tutos de Renault, où là je suis sûr d'avoir une information professionnelle, et je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, de chercher les tutos de Renault sur internet. Voilà. Je vous coupe 2 secondes, mais on a non, c'est moi qui ai merdouillé, désolé. Okay. Voilà, j'ai pas réussi à faire la bascule entre YouTube et Zoom, désolé. Tout va bien. Et d'ailleurs, à un moment donné, on a passé la barrière des 200 personnes, donc oui. Tu vois, Renaud. Quand on a commencé à parler des faux youtubeurs, là, sur YouTube pour voir des ils sont connectés. Alors, vous irez voir le profil de Renaud, la vidéo avec la pince coupante et la lime, elle est sur son profil. Alors, tiens, il y a quelqu'un de la fédération qui est en train de te regarder, j'ai une question un petit peu pour toi, Renaud. Confinement oblige. La saison 2020 de CF ne peut se faire, donc CF Championnat de France. Comment vois-tu les choses? Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, le confinement. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai essayé de mettre un petit coup de gueule la dernière fois sur ma page. Je pense que dans ma petite célébrité dans notre milieu, j'essaye d'activer un peu les choses. Quand je vois les gens qui se baladent dehors, je trouve ça dommage. On est tous bloqués chez nous. Si ça continue comme ça, tout le monde va sortir au 11 mai. Wouhou, c'est la fête. Et puis, en fait, dans 15 jours, on a la moitié de la population qui est malade ou à l'hôpital ou décédée. Je pense qu'il malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris encore la notion des choses et du danger du confinement, du danger du Covid. Il faut vraiment respecter les choses. Et je pense et j'espère que la Fédé va faire en sorte de pouvoir perdurer ce confinement. Alors c'est vrai que pour moi, je suis le premier attristé. C'est mon métier, c'est ma passion. Là, ce matin, j'ai tondu la pelouse, j'ai mis 3 mm et demain, je fais un circuit dans mon jardin. J'en peux plus. Ça me démange, c'est clair. Mais voilà, il faut respecter les choses. Je pense que les décisions elles vont être prises pour faire en sorte qu'on puisse revenir progressivement à faire des courses. S'il faut mettre un masque, on mettra des masques. Ça sera plus compliqué de mettre le casque, mais voilà, on va faire en sorte qu'on puisse revenir à une activité normale. C'est sûr que moi, quand je vais rouler 2-3 fois par semaine en période normale, c'est vrai que là, je n'ai pas touché la radio depuis début mars, hormis pour jouer avec ma fille dans le jardin. C'est vrai que c'est un pénible, c'est ma passion. Ça fait 30 ans que je fais ça. Et là, pour moi, une trêve de quasiment 2 mois sans toucher la radio, ça m'arrive jamais. Jamais. Comme je disais, moi, j'avais créé à SRC pour occuper les longues journées d'hiver. Les longues journées d'hiver, pour moi, aujourd'hui, c'est du 1er au 15 décembre ou du 15 décembre au 31 décembre. Je suis à Padova début décembre, je suis à Padova début janvier. La saison, je ne s'arrête jamais. Je ne m'arrête jamais autant que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ultra frustrant. On verra comment ça reprend. Peut-être qu'on va avoir une ségrégation par région. On ne pourra plus bouger, faire des courses. Pour moi, c'est peut-être pas plus mal. Du coup, je suis content parce que je vais peut-être pouvoir aller plus en contact avec ces personnes qui suivent les tutos et qui ont besoin de soutien. C'est vrai que c'est un problème pour moi aujourd'hui. Ça a toujours été. Quand je vais faire des courses à l'étranger, j'ai énormément. Mon timing, il est super chargé. J'ai énormément de courses dans l'année. Je crois que il y a 52 week-ends dans l'année, et la dernière fois, j'avais 35 courses, donc c'est compliqué d'allier la vie perso et les courses. Et du coup, quand on me dit « Ouais, mais t'es pas venu en Normandie là-bas, on avait une course Non. Ouais, c'est compliqué. Et du coup, pour moi, on verra comment ça s'organise. Du coup, peut-être j'aurai d'autres voyages à la fin d'année si c'est possible, mais du coup, c'est plutôt une aubaine parce que ça va permettre d'être un peu plus en contact avec les personnes qui en ont le plus besoin. Pour moi, j'apprends rien à personne quand je vais faire un championnat de France. J'y vais pour gagner, j'y vais pour essayer d'avoir un titre. Mais je pense que les personnes qui font des championnats de France, alors, il y en a qui savent pas et qui ont besoin encore. Mais moi, là où je peux le plus aider, c'est sur une course régionale, une amicale. Le mec qui a monté sa voiture la semaine d'avant en brushless et qui a personne pour l'aider. Enfin voilà, je pense que ça va me permettre d'être plus en contact avec entre guillemets le compétiteur passionné qui lui n'est pas là pour rechercher un sponsoring, qui est déjà sponsoring. Merci Renaud. Ça enchaîne directement sur la question, ça colle à merveille là la question suivante.
Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire en France pour faire découvrir la RC au grand public et pousser la médiatisation pour vraiment faire découvrir ça à tout le monde? Voilà, dans nos entourages, on a encore plein de gens qui ne savent pas du tout que ce sport existe. Et à ton avis, quel est le meilleur moyen de développer ceci? Déjà, il faudrait de la crédibilité, c'est-à-dire que il faut des produits qui soient déjà crédibles. C'est-à-dire que moi, par exemple, le premier, on me dit tu fais quoi dans la vie? Des fois, je dis je suis gérant d'une entreprise de business en ligne. Si je dis je suis pilote professionnel de voiture radiocommandée, mais non, mais c'est pas possible. Tu joues à la petite voiture, c'est ton job. Ouais. Et ouais, c'est sûr qu'on n'est pas crédible. Alors, comment tu veux vendre ça au maximum de gens? C'est pas possible. Mais je pense qu'il faut crédibiliser la chose. Il faut qu'on ait, comme vous avez pu le faire sur des lives avec Trackies Open, des choses comme ça. Moi, j'ai des néophytes complets, des potes qui regardent une course de voiture radiocommandée, qui sont passionnés de sport mécanique, qui regardent une vraie course qui a été filmée en live correctement, avec des commentaires, un bandeau où il y a les positions. On a des batailles en piste qui sont filmées vraiment bien, avec des fois un explicatif de quel est le pilote et pourquoi, tiens, il a un tel pilotage, etc., avec vraiment des termes techniques, parce qu'on a des passionnés qui ne font pas forcément de la RC, mais qui sont passionnés de sport mécanique. Vous regardez du MotoGP, vous regardez de la Formule 1, c'est des gens qui sont passionnés de sport mécanique. Le mec, il va jamais faire de Formule 1, mais pour autant, il est là devant sa télé. Et c'est vrai que cette médiatisation, elle aide. Alors, sincèrement, je ne sais pas comment il s'appelle, mais on a une personne qui est là à chaque championnat de France sur une chaise haute, qui vient nous regarder. Il était là au GP de Montpellier. Peut-être qu'il nous regarde aujourd'hui, mais ce genre de personnes, il nous en faudrait 50 000 comme ça. Ça y est, je m'en souviens. Ce mec, il suit les manches du championnat de France, il a une chaise haute, une glacière, et il se pose sa chaise haute au coin du circuit et il regarde la course tout le samedi, surtout le dimanche en général, parce qu'il est passionné. Et je suis pas sûr qu'il soit pilote, mais il aime la compétition, il vient de regarder. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait déjà médiatiser plus les choses, c'est certain. Avoir des vrais magasins, du vrai suivi. Malheureusement, moi j'aimerais le faire, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avoir un vrai magasin physique, c'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je vends des produits compétition essentiellement. Si je connais les magasins qui vendent du loisir, et ça manque. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de clients qui reviennent parce qu'ils ont acheté des produits loisirs et ils sont livrés à eux-mêmes. Et en fait, ils sont perdus, ils ont cassé une pièce. Et clairement, ce qui empêche notre business, je pense, de grossir, ou notre passion, d'avoir de plus en plus de passionnés, c'est ce soutien de dire j'ai acheté un modèle. Et en fait, je suis arrivé dans un club et du coup, on m'a tendu la main, on m'a aidé, j'ai continué. Et du coup, maintenant, je fais de la compétition ou pas. Mais j'ai pas posé ma voiture sur une étagère. Et puis voilà, parce que typiquement, moi, dans 50%, même plus, des personnes que je connais, ils disent ah ouais, mais de la voiture radiocommandée, j'en ai fait quand j'étais gamin, j'en avais une, mais je l'ai pétée, elle était sur l'étagère, on n'en a jamais retouché. Et c'est pour moi le fléau numéro 1, c'est-à-dire qu'on prend un pied phénoménal à piloter une voiture radiocommandée, mais dès qu'on casse quelque chose, on arrête, et du coup, ça ne permet pas de continuer. Je sais qu'à l'époque, c'était Buzz RC, par exemple, dans ma région, qui avait fait un super boulot, et qui avait apporté énormément de personnes avec un circuit à proximité, un soutien technique, et ces personnes-là sont progressivement arrivées à la compétition. Et il faut avoir ça. J'espère pouvoir le faire. C'est un projet que j'ai en tête depuis des années et j'espère pouvoir le faire. Malheureusement, il faut que ça diminue un peu mon côté pilote pro pour pouvoir augmenter ce côté-là. Mais c'est d'avoir un shop avec une piste et d'avoir la location de voiture aussi, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire de la RC et tu es obligé déjà de débourser un minimum d'argent pour pouvoir t'y mettre. Et c'est vrai qu'aux US, par exemple, ils ont des pistes avec de la location et ça permet d'avoir des personnes qui essayent sans forcément mettre un budget phénoménal. Merci Renaud. Alors, dernière question pour ma part. Comment vois-tu ton avenir, pas à court terme, mais dans 10 ou 15 ans? Voilà, la transition, elle est encore magnifique. C'est vrai que pilote pro, moi, j'essaye de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible parce qu'encore une fois, moi, je l'ai dit, aujourd'hui, c'est mon métier, mais je le fais parce que c'est ma passion. J'arrête pas de le répéter. Je pense malheureusement que certains pilotes pro ont perdu cette image-là, qui sont plus dans le business, de dire moi, je vais sur une course parce qu'il faut que je vende ou il faut que je gagne. Voilà. Aujourd'hui, moi, je fais ça, je vais sur les courses parce que j'aime ça, premièrement. Du coup,
je me suis posé la question, là, cet hiver, quand j'avais des choix de carrière à faire, je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment, là, d'arrêter, d'être vraiment pilote, d'être payé pour être ça? Parce que malheureusement, je suis payé pour être bon. Le jour où je suis plus bon, bah, on va plus me payer ou me payer moins, il faudra bien que je trouve une solution. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai créé aussi un SRC, pour faire en sorte que ça continue d'évoluer jusqu'à ce que ça soit mon activité peut-être principale, comme je l'ai dit. Du coup, peut-être faire une piste indoor, pas forcément faire des compétitions, mais attirer des nouvelles têtes, faire en sorte que je continue à vivre ma passion en l'animant d'une façon différente. Et c'est vrai que ça peut être comme ça peut être team manager pour une grande marque. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît aussi. C'est compliqué pour moi aujourd'hui de le faire parce que je suis encore compétiteur. Pour moi, je vois des team managers qui font encore de la compétition. Pour moi, les deux sont pas possibles. Pour moi, il faut les dissocier. Je veux être team manager, il ne faut pas que je fasse de la compétition. Parce que quoi qu'il arrive, malheureusement, on reste dans un milieu hyper personnel et naturellement un peu égoïste. On va forcément faire passer sa tête avant les autres. Et pour moi, si je suis team manager, c'est que je dois pousser mon team vers la victoire. Et ça doit pas, ma victoire personnelle ne doit pas embêter ça. Et du coup, c'est pas possible. Du coup, team manager pour une marque, pourquoi pas. Mais il faudrait que j'arrête de piloter et là, ça m'embête. Ouais. C'est pas demain la veille, quoi. Non, après, normal. Après, il faut que je le fasse. Mais encore une fois, si j'ai une équipe, je bosse pour une entreprise, il y a des pilotes qui sont meilleurs que moi, il n'y a plus besoin de moi. Alors, moi, je suis là pour amener mon soutien, mon expérience et faire en sorte que ces pilotes-là continuent de progresser et puis aller chercher des titres et faire leur job, eux, de pilote. Avec plaisir, j'arrêterai. Mais je serai obligé de faire des courses et là, du coup, je ferai peut-être des courses régionales, mais plus au niveau international. Vraiment juste pour te faire plaisir. Il a mis une bonne remarque dans le chat. Il t'a donné une autre idée, une franchise de boutique physique Savoya. Avec plaisir, on en discute. Alors, c'est sûr. On va passer, parce que le temps passe, hein, tu parles beaucoup quand même. Renaud n'est pas bavard. On a dit une demi-heure. On va couper, avant de Philippe, que tu passes à ta prochaine question, par une question de ton prédécesseur qu'on a interviewé la semaine dernière, Adrien Brass. Pourquoi avoir choisi Kyosho et pas un autre challenge pour cette saison? Ouais, Adrien est bien placé pour parler d'autres challenges et effectivement, c'est vrai que j'arrivais en fin de contrat avec lui aussi l'année dernière. Et du coup, la question s'est naturellement posée de dire qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je m'oriente, sachant que voilà, j'avais vraiment des projets avec TLR. Effectivement, je voulais devenir team manager Europe pour la marque. C'était un besoin que la marque avait. J'estimais que la marque avait besoin de ça et besoin de plus de visibilité en Europe. Malheureusement, moi, je travaille avec les États-Unis directement et ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait un conflit d'intérêts entre les US et l'Europe. Donc, pour moi, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à rester chez TLR. Kyosho, ça faisait des années qu'on est en discussion avec Kyosho. Kyosho, encore une fois, c'est mes premiers amours. J'ai été champion de France national pour la première fois avec un Kyosho. J'ai débuté en 93 en compétition avec un Kyosho. J'avais pas forcément des super bons souvenirs au moment où j'ai quitté Kyosho parce que j'arrivais en élite et c'est vrai que je me mets à la place de ces personnes-là aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne va pas miser sur un petit jeune qui arrive, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. C'est vrai que c'est un investissement, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'avec Kyosho, à chaque fois que j'ai eu un changement de carrière, je sais que par exemple l'histoire du Durango c'est mal terminé. Au moment où c'était fini du Durango, j'étais déjà en contact avec Kyosho, donc ça on parle déjà de 2011, ça fait déjà 9 ans. Et c'est vrai que ça ne s'était pas fait à l'époque parce qu'il y avait déjà d'autres pilotes pro qui étaient là. Avant que je passe TLR en 2016, c'est pareil, j'étais aussi en discussion avec Kyosho, mais la place n'était pas vraiment libre non plus parce qu'il y avait énormément de pilotes pro dans leur effectif. Et puis là, naturellement, comme il y a eu des conflits avec d'autres pilotes, Kyosho a diminué un peu le nombre de pilotes qu'ils avaient à faire des compétitions. Du coup, ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que pour moi, c'était un choix un peu naturel. Kyosho, 8 fois champion du monde. Le seul titre que j'ai pas encore eu, c'est champion du monde. Voilà, j'ai 33 ans, j'ai encore envie de faire des finales de championnat du monde, j'ai encore envie d'être présent. Je suis passé à 2 doigts d'un podium de championnat d'Europe l'année dernière.
Du coup, je me dis que j'ai encore quoi faire. Et pour moi, j'avais pas mal d'options. J'ai pesé le pour et le contre de toutes les options. C'était un choix difficile parce que à un tournant de sa carrière, faut faire un choix et n'importe quel choix sera bon ou mauvais, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais voilà, j'ai choisi pour moi la meilleure option de matériel, de support technique, de personnes pour me permettre d'être là au top. Et puis j'ai fait pour l'instant que 2 courses avec mon nouveau matos. On arrive fin avril et j'ai fait que 2 courses et c'est frustrant parce que du coup, je suis en pleine confiance. Je joue la pole au GP de Montpellier. Il a plu pendant les finales, mais sinon j'avais une belle vitesse et j'étais là pour jouer un podium ou peut-être une victoire. Donc voilà, j'ai hâte que ce confinement se termine, que je puisse retourner m'entraîner et profiter de mon matériel parce que je ne sais rien encore de tout ce nouveau package et du coup, voilà, j'ai hâte d'y retourner. Encore un peu de patience. Ouais, je crois. Ouais, oui, malheureusement. D'ailleurs, tu parles donc de Kyosho. Du coup, on va faire un petit point sur tes sponsors actuels. Donc, Kyosho, bien évidemment, tu utilises les moteurs AK, les moteurs Pico. Ouais, Pico, ouais. Ça fait longtemps. Les pneus AK, les servos ISRC, RSRC, bien sûr, ta boutique. Radio Sanwa, XTR, ce sont les huiles. Mographics pour tout ce qui est stickers, CVP Design, ton peintre carrosserie. Donc, effectivement, il y a diverses marques et produits. Et ma question est, quelle implication tu as auprès de tes sponsors? Comment participes-tu au développement des marques? Comment se passe l'échange avec la marque pour l'évolution des châssis? Parce qu'on sait que Yoshi Kanai, c'est quand même son bébé. Je pense qu'il faut quand même réussir à s'immiscer un petit peu dans les projets. Est-ce que c'est je te pose plein de questions en même temps. Est-ce que c'est la marque qui te propose des validations, enfin des choses à valider, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? C'est toi qui proposes des choses aux marques? En fait, il y a une façon de travailler, mais c'est pas forcément avec Kyosho ou Yoshi Kanai. Du coup, c'est une façon de travailler un peu japonaise de la chose. C'est-à-dire que, en fait, ils ont une certaine humilité qui fait que ils n'ont pas envie de faire essayer des choses pour lesquelles ils sont pas sûrs que ça fonctionne. D'accord. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas l'envie, mais globalement, ils n'ont pas envie de te faire perdre ton temps en tant que pilote, en tant que personne. Et du coup, pour eux, on va pas lui donner des pièces qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne ou il y aura une amélioration. Du coup, il faut rentrer un peu dans cet état d'esprit-là. Ce n'était pas forcément le cas avec X-Ray qui était complètement à l'opposé, où on t'envoie 50 millions de pièces et puis tu essayes et puis tu nous dis ce que tu en penses. Pour moi, c'est une partie du job que j'adore. Hein. Clairement, aller en piste, essayer des choses, faire en sorte que du coup, tu vas plus vite parce que juste à changer une pièce sur ta voiture, c'est génial. À mon niveau, c'est vrai qu'on arrive des fois un peu à la limite du système et puis du coup, on change une pièce. Ah ouais, là, en fait, je vais plus vite alors que la voiture n'est pas plus compliquée, c'est super. Et c'est vrai que là, c'est tout nouveau. Du coup, on apprend encore à se connaître. Alors, avec Yoshi, ça fait des années qu'on se côtoie et qu'on se tape dans la main, dans le dos, quand on se croise sur les circuits. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, on est amené à travailler ensemble. Je pense que d'ici peut-être la fin d'année, j'irai au Japon pour travailler avec lui, peut-être plus sur la même piste, etc. On en a discuté. Il en a l'envie. J'en ai envie aussi. Après, c'est comme tout. Demain, tu rentres dans une nouvelle entreprise. Ton boss, il va pas te donner directement des responsabilités. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Ça a été le cas avec X-Ray, ça a été le cas avec Ozzy, c'est le cas aujourd'hui avec Kyosho. C'est pas malheureusement parce que j'ai un bagage derrière moi avec de l'expérience et des titres que ça va faire en sorte que demain je vais faire ça et j'aurai ce que je voudrais sur mon Kyosho. Et c'est vrai que pour moi c'est naturel. Aujourd'hui je vais faire mes preuves, je vais faire en sorte que on apprenne à travailler ensemble dans un sens comme dans l'autre. Et puis du coup s'il y a des choses qu'on arrive à valider ensemble, on ira dans cette direction-là. Après, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien aussi avec Kyosho, c'est vrai que tout est hyper bien épuré. On va vraiment chercher le détail. Et quand on sort quelque chose, ça a été vraiment validé pendant un certain temps. Donc, c'est vrai que voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Avec Pico, c'est un peu la même chose. Du coup, je dis à Alberto, ça serait peut-être bien de faire des choses comme ça, des choses comme ça. Je sais qu'on travaille sur des échappements, par exemple, plusieurs versions. J'essaye. Il fait essayer aussi à certains autres pilotes pas forcément aussi exigeant que moi, comme ça on a un autre ressenti et puis c'est comme ça qu'on fait évoluer les produits. D'accord. Bon, c'est super intéressant ça, en tout cas de savoir un petit peu comment ça se passe, surtout pour les retours, parce que comme tu disais tout à l'heure, pilote pro, c'est pas juste aller avec sa radio et sa voiture sur un circuit. C'est certain, c'est vrai que c'est aussi pour ça des fois que les gens comprennent pas vraiment, du ouais, toi t'as le boulot de rêve. Ouais, mais bon, ça m'est souvent arrivé d'aller en piste, de recevoir des pièces sous 24 ou 48 heures,
d'aller en piste la journée et d'être encore à 11h ou minuit sur mon ordi ou sur mon téléphone à faire un rapport de ce que j'ai essayé, pourquoi, comment. Et puis, encore une fois, quand je vais faire une journée d'essai, des fois, c'est pas fun. Hein. Des fois, là, par exemple, quand on a reçu des nouveaux diffs ou les nouveaux cardans, je passe 8 heures à la piste, j'ai roulé 2 heures maximum parce que je passe du temps à tout démonter, remachiner, refaire. Ce qu'on appelle aussi back-to-back, c'est-à-dire que moi, je suis obligé de donner mon feedback. Mais si je donne mon feedback sur un produit, il faut que je sois sûr de ce que ça fait exactement. Donc, en fait, je vais mettre la pièce, je vais la renlever, je vais la remettre, je vais la renlever, je vais la remettre. J'écris, je prends énormément de notes sur ce que ça fait en comportement de la voiture, sur les temps, le meilleur temps, la moyenne. Voilà, c'est vraiment du travail et de l'organisation. Et puis, c'est un travail super solitaire. Parce que du coup, tu es tout seul toute la journée. Ouais. C'est ça, me and myself. Ça. Je mets un peu de musique. Alors, des fois, j'ai des potes qui peuvent se libérer, qui viennent rouler. Ou dans certains clubs, du coup, voilà, il y a d'autres pilotes qui viennent avec moi. Et ça, c'est vrai que c'est fun. On passe des journées. Alors, j'essaye de garder mon programme de la journée, mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable de rouler avec d'autres gens. D'être à plusieurs, de papoter, de rigoler, de partager, quoi. Exactement. Ouais. Ce qui, pareil, enchaîne parfaitement bien avec la question suivante. T'es trop fort. Manouche, qui peut-être nous regarde. Salut Manu, salut Gladys. Peut-être qu'elle nous fera un coucou s'il est là. C'est ça. Qui est donc ton beau-frère et mécano. C'est ça. Ouais, les deux. Il te suit partout depuis quand même maintenant pas mal d'années, sauf qu'il n'habite pas du tout à côté de chez toi. Non, effectivement. C'est vrai que justement, souvent on me dit mais tiens, Manu il est pas là ou là-haut chez lui, on dit tiens, Renaud quand est-ce qu'il vient ici? Bah ouais, mais non, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, il dit bah voilà. Ah, il est là. Non, effectivement, Manu, ça fait des années qu'on se connaît depuis le collège. On a mis en commun à l'époque et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On faisait chacun de la RC de notre côté sans se connaître. À chacun 2 régions de France différentes. Et puis la RC nous a rejoints. Et du coup, c'est comme ça qu'il a rencontré ma sœur et qu'ils sont heureux aujourd'hui. Je suis très heureux pour eux. Et du coup, voilà, c'est pas facile des fois d'allier les deux parce que c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est mon métier, c'est ma passion, mais j'en attends quand même pas mal. Et c'est vrai que on est un peu séparés géographiquement. Lui, il a son métier, donc c'est compliqué aussi de se libérer, de faire en sorte qu'il soit présent pour moi, pour les grosses courses. Ça demande énormément pour lui. Et je le remercierai jamais assez de ce qu'il fait pour moi au quotidien parce que c'est, comme je disais, c'est sur les pistes, certains, mais c'est aussi une douleur au quotidien de me supporter, que ce soit sur les pistes ou en dehors. C'est vrai que je suis très exigeant dans ma façon de voir les choses et c'est vrai qu'on a une certaine façon de travailler ensemble et ça marche super bien. Mais c'est vrai que je suis de mauvaise foi, voilà, c'est compliqué. T'es un compétiteur, quoi. Ouais, voilà. Ouais, bon, je pense que dans tous les domaines, dans tous les sports, il y a toujours une bonne part de mauvaise foi, quand même. Non, c'est clair. Mais bon, étant donné que voilà, on garde cet esprit-là où on se retrouve pour faire un week-end de course, c'est pour passer un bon moment. Et c'est vrai que maintenant qu'on a les casques, c'est décuplé, quoi. Ouais. Ah, d'ailleurs, Vivi, tu vas rebondir sur le mot casque. Ça. Encore? Mais oui, parce que du coup, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que t'es plutôt du style à je papote pendant 45 minutes de finale ou Manu, surtout ferme-la, sinon je vais tout péter? Ça dépend. Alors, du coup, ça dépend de l'état d'esprit. Ça dépend de l'état d'esprit. Il y a des moments où je dois être concentré, évidemment. Et en général, quand ça se passe bien, on a plutôt tendance à parler et là, c'est pas bon. Parce qu'en fait. Malheureusement ou heureusement, c'est vrai que de piloter, ça demande énormément de concentration. Et si je commence à parler, c'est sûr que ça fait de la merde. On l'a vu, parce qu'on ne s'entraîne pas souvent ensemble, en fait. Donc, c'est compliqué des fois s'organiser. Mais en fait, souvent, c'est notre petit moment à nous. C'est après le warm-up de l'Euro. On a 1 jour ou 2 jours après, le lundi et mardi. Et du coup, on fait vraiment des tests. Du coup, moi, je fais une journée d'essai normale comme d'habitude. Sauf que là, il est avec moi. Et du coup, ça décuple les possibilités et c'est super. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'est notre petit moment à nous, où là, du coup, on a pu, l'année dernière, commencer à travailler avec les casques et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on commençait à discuter ou machin, elle me dit non, c'est bon, c'est toi, parce que là, je peux pas prendre un chrono, tu fais de la merde. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'avec les casques, c'est exceptionnel.
les casques ont commencé à arriver dans le truc. On a dit, ouais, pas trop, parce qu'on n'a pas trop tendance à discuter, à partager déjà à l'époque, quand moi j'étais sur le podium et lui en dessous, on ne discutait pas vraiment. Jusqu'au moment où, en gros, je rate la victoire au CF de Bergerac à l'époque, parce qu'il m'a appelé 2 fois et j'ai pas entendu. Le podium était trop haut, et puis je suis déjà à moitié sourd, ça fait 30 ans que je fais de l'ARC. Et du coup, j'ai pas entendu, je suis passé, on a calé, du coup, on n'a pas gagné, c'était frustrant, donc il restait pour terminer, on prend les casques. Et puis, et du coup, les casques, bah, c'est hyper pro parce que du coup, ça permet de vraiment échanger niveau stratégie, et ça, c'est vrai que c'est exceptionnel. De dire, bah, tiens, la conso, elle est bonne, tiens, là, va falloir calmer un peu le jeu, ou faisant pas trop, parce qu'il y a effectivement, il y a des choses où moi, quand je pilote, avec l'expérience, j'arrive à m'en rendre compte, mais il y a des fois des moments où je ne m'en rends pas forcément compte. Donc il me dit, vas-y mollo, ou là, tu t'endors, là, faudrait remettre un peu de jus. Donc ça, c'est sûr. Et après, c'est vrai que quand ça se passe bien, bah, on se verra un peu, quoi. C'est vrai que moi, j'ai tendance des fois à parler, mais je devrais pas. Mais quand je parle, bah, voilà, ça me fait bien rigoler, quoi. C'est vrai que on a déjà ce moment-là, en fait, où ça nous rapproche avant de monter sur le podium, alors qu'avant, on était chacun dans notre bulle. Moi, je me concentre à monter sur le podium et lui, il est en train de chauffer le moteur. Là, déjà, on commence et on continue déjà à raconter des trucs. Et puis après, bah, quand on est en piste, bah, voilà, typiquement, l'exemple, c'est la tenue de l'Euro l'année dernière. Je suis 2 ou 3 à ce moment-là. Tout se passe bien. Il doit rester, je sais pas, 5-10 minutes de course. Mais on a déjà une avance, beaucoup d'avance, tu vois. Donc là, en fait, moi, je suis déjà dans une mood où je fais des tours et puis voilà, on va en finale. Je laisse la voiture sur les roues, je prends pas de risque. Je garde le peloton de tête. On est 1, 2, 3, tout va bien. Je reste derrière, on continue de parler. Robert Battle, qui est 2 pilotes à côté de moi sur le podium, s'énerve et Hiro des putas. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de dire dans le cadre Hiro des putas. Parce que voilà, et du coup, on a expliqué finale au championnat d'Europe. Voilà. C'est nous, c'est notre façon de voir les choses. Et, si je peux me permettre de rebondir, il y a Patrick Ovinet qui a fait une remarque dans le chat. Renaud, Manu t'a-t-il déjà grondé sur une course comme ça se pourrait se faire sur un binôme père et fils? Ouais. Alors après, en général, je suis plutôt, je monte très vite, je redescends très vite. Donc si je m'énerve, ben ça redescend 5 minutes après. Mais à l'époque, je me rappelle d'une burst à l'époque où en gros, on a fait un calage panne sèche, on n'avait pas les casques encore à l'époque, et je cale une deuxième fois panne sèche. Là pour moi c'était pas possible. Je dis non, c'est pas possible. On cale une fois panne sèche, d'accord, on cale pas 2 fois panne sèche. Donc je me suis énervé. Et là, il m'a dit, mais il y avait une ligne droite avec un drop-down au fond, donc une grosse marche qui descend, et je passais à fond. Mais c'était stupide, hein. Mais parce que j'étais énervé, et en général, ça redescend 5 minutes après, mais ces 5 minutes-là, bah, voilà, c'est un tour maintenant, parce que je suis vieux, mais. Et ça dure un tour. Là, ça a duré 5 minutes, et du coup, on n'avait pas les casques, mais il me dit, tu lâches pas, tu la casses, je me casse, je me barre. Et ben, 2 tours plus tard, je l'ai foutu dans le poteau et la voiture, elle est restée là-bas. Énorme. En mode, mais tu sinon, descends du podium et tu vas la chercher. En général, ouais. En général, si, quand il y a bataille sur la piste, de toute façon, il le voit à mon pilotage. De toute façon, il voit quand je veux le faire exprès ou quand je veux pas le faire exprès. Et du coup, ben, le casque, c'est vrai que ça permet de dire doucement, là, calme-toi, parce que. Tu vas tout fracasser. Vivi, est-ce que tu as fini ta question? Oui, bon, on va passer sur une dernière question d'Adrien, je pense. Oui, pas la toute dernière, la deuxième. Voilà. Ah, d'accord. Ben, vas-y, je t'en prie. Alors, elle est excellente, sa question d'Adrien Brins. À quoi ça va vous faire penser aux inconnus? À quoi reconnaît-on un bon pilote? Ouais, il n'y a pas de bon et de mauvais pilote. C'est ça que je dois répondre. Bah, le bon pilote, il monte sur le podium, mais il pilote. Et puis le mauvais pilote, il monte sur le podium, et il pilote. Non, c'est vrai que pour moi, le mauvais pilote, c'est le mec qui ne s'aperçoit pas de l'erreur. C'est-à-dire que il est déjà à 2000%. Et ce mauvais pilote-là, on le voit déjà avant même qu'il monte sur le podium. C'est-à-dire qu'il est déjà hyper tendu, hyper stressé, et quand il monte sur le podium, ça finit forcément mal. Il y a un accrochage avec un pilote où il y a un fait de course, parce que ça arrive, ce pilote-là, il va faire une faute, il va avoir un fait de course, et il pète un câble, il tape sur le podium, voilà, ça c'est le mauvais pilote. Le bon pilote, il se fait shooter, il se tait et puis il reste dans sa course. Voilà. Non, après, il n'y a
mauvais pilote ou bon pilote, c'est compliqué à dire, mais ce qui fait la différence entre un bon pilote et un mauvais pilote, effectivement, je pense que c'est de savoir garder son sang-froid et de faire en sorte que la course, elle continue. Et puis là, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on relativise sur pas mal de choses. Donc, on peut aussi comprendre que c'est juste une course de petites voitures. Je pense qu'Adrien, il voulait plus dire entre un bon pilote et un très bon pilote, au niveau régularité, vitesse, temps d'adaptation. Ça, c'est encore une fois compliqué à définir. Pour moi, aujourd'hui, un bon pilote, c'est aussi un entourage. Effectivement, le bon pilote, il va forcément aller vite et il va pas faire de faute. C'est vrai qu'on en discutait avec Babas, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Colari avait dit, il y a pas mal de pilotes qui mettent des fois leur rapport de course, des choses comme ça, après les qualifs, qui disent je suis pas forcément le plus vite, mais je fais pas de faute, donc tout va bien. Effectivement, ne pas faire de faute, c'est hyper important. Le mec qui va faire un tour exceptionnel et puis qui après il fait une faute, forcément il va pas aller bien loin. Mais du coup, Colari disait ouais, mais le bon pilote qui est capable d'aller vite, s'il fait 80% de ce qu'il fait, il va continuer d'aller vite, mais il fera plus de faute. Et du coup, voilà, c'est un peu la philosophie, je pense. À partir du moment où tu as une vitesse naturelle, tu peux jouer sur ce gap-là pour ne pas faire de faute et puis avoir la régularité. Parce que moi, j'en vois, il y a des pilotes qui sont jeunes, fougueux, qui vont super vite, mais qui n'arrivent pas, des fois, à soulager un peu cette tension-là, à faire en sorte que les tours s'enchaînent naturellement et puis qu'après, la course, elle continue. Après, il y a cet aspect mental, comme je disais. Quand on est en bataille, c'est hyper compliqué. Et c'est une tension énorme de rester concentré pendant aussi longtemps sans faire d'erreur, etc. Et puis, à la première erreur, il ne faut surtout pas péter un câble. Moi, je vois combien de jeunes qui font une erreur en qualif et qui pètent un câble direct, alors qu'en fait, des fois, une faute, c'est pas grand-chose. Mais si tu pètes un câble, tu vas en faire 2, 3, et là, ça devient dur. Et là, ça devient dramatique. Mais c'est vrai que la différence entre un bon pilote et un super bon pilote, pour moi, on a des fois le cas de super jeunes qui ont du talent, qui le travaillent, et du coup, ils deviendront des super bons pilotes. On a des jeunes qui travaillent énormément, il manque un peu cette étincelle, il manque un peu ce talent, et puis du coup, ça restera des bons pilotes, mais pas des très bons pilotes. Ok. Donc, on a terminé. On a pris beaucoup plus de temps qu'il ne le faut parce que c'est un grand parleur, Renaud. J'avais pas apéro à 19h, donc c'est bon. Vivi, elle a apéro. Alors, on va passer aux questions du chat. Alors, j'en ai déjà, celles qui ont déjà été passées, je les ai mis en bas du fichier. Vivi, je ne sais pas si tu as vu. Je vois. On va essayer, vu que ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble, on va essayer de les passer un peu plus vite sur certaines réponses. Donc, celle-là, j'ai déjà posée. Première question, Mathis Mériot-Balaire. Renaud, toi avec ton papa, qui avait été des précurseurs dans des préparations de voitures très poussées, est-ce que maintenant tu roules avec des voitures très proches de la voiture de boîte? Alors, oui, c'est mon souhait particulier. C'est aussi un peu pour ça que c'est un petit peu éloigné avec mon père à l'époque. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, à l'époque, il ne comprenait pas forcément qu'aujourd'hui, mon job, c'est de faire en sorte que la voiture soit le plus possible de boîte pour montrer qu'elle fonctionne telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon Kyosho, il est d'origine avec les options Kyosho. Ça montre que, en gros, si la voiture elle va à cette vitesse-là, c'est parce que je la pilote comme ça ou parce que j'ai mis le réglage qui me convient. Ça m'arrive souvent des fois d'avoir des pilotes qui me disent tiens, essaye ma voiture. Je l'essaye et puis le mec dit ah ouais, en fait, ça va vachement bien ma voiture. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir la voiture la plus proche d'origine parce qu'aujourd'hui, on a d'autres marques où c'est pas du tout le cas et c'est pour ça que j'aime bien Kyosho parce qu'on reste dans un truc hyper segmenté où justement le pilote il va pouvoir s'identifier avec exactement la même voiture, il n'aura pas besoin de mettre 50 000 euros d'options sur sa voiture ou d'autres marques même pour faire en sorte qu'elle aille. Et c'est vrai que ça a pu poser problème des fois l'année dernière parce que moi j'avais la voiture d'origine et j'étais devant et malheureusement elle me convenait telle qu'elle était. Donc pour moi ça reste quelque chose d'hyper important. À partir du moment où vous êtes sponsorisé, on vous aide, c'est pas pour mettre les pièces de notre marque, faire des modifs quoi. Ok. Vivi, regarde ce que j'ai mis en deuxième question, elle est pour toi celle-là. Ah, en effet. C'est une question de mon frère, donc j'en profite, je vais faire comme les enfants. Coucou maman, coucou papa, coucou mon frère, coucou ma nièce.
te dit qu'est-ce que tu penses du nouveau châssis Kyosho? Est-ce que de base, il est simple? Oui, alors du coup, ça c'est quelque chose que, même si je roulais avec d'autres voitures à l'époque, sincèrement, c'est quand même un discours que j'ai répété depuis plusieurs années. Pour moi, le Kyosho reste la voiture la plus accessible aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous montez un kit Kyosho, ça se monte super bien et vous allez en piste quasiment dès le premier plein ou dès le premier pack d'accu, la voiture elle va fonctionner, elle sera super simple. C'est vrai que c'est important aujourd'hui d'avoir un setup de base et d'avoir une voiture facile. Et pour moi, le Kyosho est aujourd'hui peut-être la voiture la plus facile et la plus polyvalente. Vous avez un setup de base qui est livré dans le kit, vous montez votre voiture, vous allez en piste, ça fonctionne. Il n'y a pas de surprise. Et c'est vrai que le MP10 reste dans cet état d'esprit-là. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de clients ou de pilotes, je pense, qui ont le MP9 et qui sont passés au MP10 en se disant, tiens, il est un peu plus pointu peut-être, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'allier une voiture qui soit hyper facile, mais aussi hyper performante et rapide pour les gugus comme moi. Après, comme je le dis toujours, on me dit, ouais, mais ton setup, c'est pour ton pilotage et tout. Oui, c'est certain, mais premièrement, pour aller vite, il faut que ma voiture elle soit facile. Si je veux me battre pour être champion de France ou champion d'Europe, je pourrais me battre avec ma voiture, c'est pas possible. Je vais pas être compétitif. Du coup, il faut que la voiture soit facile. Ok. Merci. Alors j'ai 2 questions TT1 dixième de Antoine Caraban. Et je vais te poser les 2 questions à la suite. Antoine Caraban, Renault, as-tu pris plaisir à rouler en TT1 dixième? Et Farid et Noah Ben Mohamed, seras-tu présent en TT1 dixième? Salut les loulous déjà. Ouais, je vais essayer évidemment d'être présent le plus possible en indice. Alors cette année peut-être pas parce que en gros quand je signais Kyosho, le but c'est effectivement d'être le plus rapidement possible performant avec l'1/8e et pas forcément perdre un petit peu de temps avec le 10e. Sachant qu'en plus à la base on avait quand même le championnat du monde en septembre, donc c'est vrai que j'avais signé avec l'objectif de rentrer finale de championnat du monde en septembre. Tu dis, bah, tu signes en janvier. En fait, tu as 8 mois pour préparer un championnat du monde et être en finale et pourquoi pas être dans le top 5 et pourquoi pas être sur le podium et pourquoi pas être champion du monde. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'était quand même faire du 8e. Évidemment, je vais faire du 10e. Pour moi, le 4-2, 1 dixième, aujourd'hui, c'est peut-être la deuxième catégorie qui me plaît. Dans ma liste de catégories préférées, 8e nitro, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est vrai que c'est ce que je préfère. Et après, je dirais 4-2, 1-10. Il y a des conditions dans lesquelles je suis pas forcément à l'aise. Je pense par exemple à l'Astro ou à la Moquette. Mais ça reste quand même une superbe école de pilotage, le 4-2. Et pour moi, un bon 4-2, bien réglé sur terre, c'est un kiff phénoménal. Et sur Moquette, c'est aussi super agréable quand tout fonctionne et que la voiture elle est bien réglée. C'est de la précision, c'est énormément de plaisir. Quand je fais beaucoup d'un dixième, par exemple là avant le championnat du monde l'année dernière, je me suis mis vraiment en mode un dixième parce que c'est pas ma catégorie de prédilection, mais j'ai essayé d'en faire un maximum. Quand je reviens à la 8e, j'ai l'impression que tout est en slow motion, la voiture elle reste en l'air longtemps, tu as l'impression d'avoir le temps de tout faire. Et du coup, pour moi, un dixième est une super école de pilotage. Ouais. Ok. Vas-y, Vivi. Alors, Basile Concialdi, j'ai une question sur le mental. Est-ce que tu as une façon de te préparer avant de monter sur le podium pour les courses internationales, trouver le flow, être sûr d'être serein? Surtout pas se prendre la tête. Je crois que ça reste ce que j'ai toujours fait. Alors c'est vrai que ça fait des années que je fais ça et effectivement, par l'expérience, j'arrive à canaliser l'énergie, c'est vrai. J'essaie de faire un maximum de sport quand même aussi pour évacuer ce stress parce que mine de rien c'est du stress, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit pincement en première qualif de championnat d'Europe, début de finale de championnat d'Europe. C'est l'adrénaline. C'est clair que je vis pour ça. Le jour où je suis pas stressé, si je monte sur un podium, c'est que j'en aurai plus rien à foutre. Et donc ce sera triste, mais c'est vrai que pour la canaliser, j'essaye de rester dans la personne que je suis. On raconte des conneries dans le casque avec Manu. Puis après, je me mets dans la bulle quand ça dit 19-8. Là, j'essaye de respirer, de faire en sorte que je sois concentré. Et puis après, c'est parti. Ok. Alors, j'ai une question de quelqu'un que tu as dû bien connaître, Dylan Lenoble. Ah oui. Coucou Dylan. Un jour, proposerais-tu une formule location matos avec support technique pour un week-end de course, comme cela peut se faire en rallye par exemple? Ouais, mais Nilou, il veut louer mon corps aussi.
Ouais, évidemment, ouais, ce serait quelque chose de super, super agréable. J'ai déjà pensé à cette action-là, à faire un package RSRC voyage aussi pour essayer d'emmener des passionnés avec moi sur des courses à l'étranger, par exemple, sur lesquelles ils ne se seraient pas posé la question, par exemple, genre la dirt ou des trucs comme ça, à dire, ah, mais la dirt, moi j'ai envie de la faire, mais j'ai trop peur, je parle pas anglais, les US, ça me fait peur, machin, c'est vrai que j'aimerais bien. Louer du matos, c'est clair aussi. C'est vrai que on a deux, enfin pour moi aujourd'hui dans notre milieu, on a deux façons de voir les choses. On a un certain nombre de passionnés qui recherchent un prix parce qu'effectivement, quand on a tout payé la semaine, et ben le week-end, quand on veut faire de la RC, c'est l'argent qui reste, c'est la passion qu'on a envie de mettre. Et puis en fait, on a une autre catégorie de pilotes qui sont aisés, qui ont envie de se faire plaisir. Et c'est vrai que moi je le vois parce que je monte des kits. Et c'est vrai que acheter une voiture à 850 euros montée, il y en a qui vont pas forcément comprendre la démarche. Mais en fait, ils se font plaisir dans cette démarche-là. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains pilotes qui pourraient effectivement être intéressés par ça, d'avoir. En fait, je me fais plaisir, donc je me donne les moyens. Et puis du coup, bah, j'ai la voiture qui va bien, j'ai le soutien technique, j'ai le coaching de Renault s'il faut dans le casque. Ouais, ce serait pas mal. Du coup, ça me fait sourire parce que ton idée de RSRC voyage, c'est un peu ce qu'on a fait aussi avec les gamins à la Buggyland, quoi. Ils avaient jamais Ouais, pris c'est ça. l'avion, ils avaient jamais fait une course inter tout seul sans papa maman. Là, c'était on parle pas C'est la anglais, qu'est-ce garderie. qu'on fait? C'est la garderie. C'est vrai que c'est cool. Ouais, c'est plutôt sympa Mais ça, de. c'est vrai que c'est fun parce que c'est vrai que, par exemple, comme on l'a fait à la Buggyland, c'était fun Mm, parce que c'est des petits jeunes que moi je côtoie, par exemple, sur des CF, mais on n'a pas forcément cet esprit-là. Enfin, moi, j'ai un peu cette image des fois où les gens n'osent pas forcément me côtoyer et tout mm, ça, alors que bah, malheureusement, on partage tous la même passion et moi je suis là pour partager. Alors c'est vrai qu'on a tous bah, les envies et envie de bien faire, donc c'est vrai que des fois, j'ai pas forcément le temps d'aller voir tout le monde, mais c'était fun d'aller à la Buggyland ensemble et du coup, tu te rends compte de dire. Ah ouais, en fait, ils font du championnat de France, mais même eux, en fait, ils ont énormément à apprendre. Et c'est mm, vrai que bah, du coup, c'était fun. Et effectivement, si on peut le refaire, si on peut le refaire cet été, enfin, pour d'autres courses, ça serait top. mm. Avec n'importe qui d'autre, hein, C'est pas ça. que la clique des loulous, là, mais effectivement, avec tous les intéressés. Ouais. Mm. Ouais, c'était un bon week-end. Alors, oh, il y a plein de questions trop bien. Ouais, il y a des bonnes questions. Ouais. Ah, j'aime bien celle-là de Bertrand Giraud. Salut Bertrand. Oh, ça fait un bail ça aussi. Ouais, Ouh. ouais. C'est Le pas la beau même bébert. clique que Dylan Lenops, ça? Si, Si, c'est toute mon équipe. c'est ça. Je l'associe aussi à DLD à l'époque. Ouais. Ah ben ouais, je crois que j'en faisais partie. Ouais. Mais cette question, elle est marrante quand même. Ça me fait penser aux chasseurs encore. Renaud. Ah, mais ça, c'est une private joke. Je l'ai vu passer le commentaire, Ah, tu l'as effectivement. vu? C'est- Moi, je l'aime bien sa c'est- question. Ouais. Tu préfères faire un bon 9 tours ou un mauvais 10 tours? Effectivement, ça c'est un truc qu'on a rigolé sur une course à un moment donné parce que je sais plus sur quel championnat de France on était. Il dit ouais mais oh là là mais je fais 9 tours mais 5,30 c'est de la merde putain. Et attends, tu préfères faire un 9 tours 5,30 ou un 8 tours 5,00? T'as fait 9 tours, c'est génial. Ah mais non, 5,0 c'est mieux. Mais oui, mais non. Oui, Voilà, c'est du grand bébert quoi. c'est ça, il Grand n'avait pas la bébert notion du tour. à la bonne époque. Moi, si je peux me permettre, il y a quand même la fierté. On l'a vu là sur quelques courses sur VRC, sur la catégorie piste, où il y a que quelques top pilotes sur 300 concurrents qui arrivent à faire un 28 tours. Et je trouve que c'est la classe d'être dans Clairement. le cercle des 28 tours, je crois. Mais c'est ça. Et souvent, on le voit des fois dans les rapports de course quand on dit je fais mon petit retour de ma course sur Facebook, on les voit le lundi. En fait, on voit les pilotes qui disent le seul pilote à passer les 9 tours. Et effectivement, c'est toujours un petit truc en plus. J'ai eu une best lap. Ouais, c'était la piste, mais j'ai eu une best lap. Alors, j'ai une autre question très différente de Vincent Bartement. Est-ce que devenir pro a toujours été une évidence ou est-ce que tu as pensé à un moment donné faire autre chose? Alors ça, c'est une super question parce que du coup, ça pourra aider les jeunes qui ont cet espoir-là. Sincèrement, moi, j'ai été éduqué avec justement cette façon de voir les choses où non, tu ne seras pas pilote professionnel. Non, tu n'en feras pas ton métier.
À l'époque où moi j'ai débuté, les gens qui étaient dans ce milieu-là étaient des passionnés qui étaient dans des entreprises. Ils étaient magasiniers dans des pseudo-sites internet qui débutaient, ou ils faisaient de la préparation de commandes, ou ils étaient dans un magasin à vendre des trucs, mais ils n'étaient pas vraiment payés pour être pilotes. Donc déjà, moi je suis arrivé dans cette dynamique-là où on n'avait pas en fait l'exemple. Dire, bah, en fait, lui, il est payé pour être pilote. Et c'est vrai que mes parents m'ont toujours inculqué ça, où en fait, c'est ta passion, tu vis ça le week-end, c'est super, mais le lundi matin, tu vas à l'école, Coco. Et je me rappelle une fois, j'ai eu un 7 ou un 8 à mes tables de multiplication. Le lundi, j'ai ramené ça. Le dimanche, il y avait la course régionale. Mon père il m'a dit, bah, écoute, dimanche, tu vas y aller à la course, mais tu vas aller regarder les copains. Donc, oui. si tu veux, c'était dans cet état d'esprit-là où bah, il faut bosser à l'école. Et voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des fois les cas où, je crois que c'est Juan Carlos Canas qui fait école à la maison pour pouvoir rouler de plus en plus et être pilote pro. Et je trouve dommage, des fois, c'est les parents qui font ce choix-là de dire mon fils, tu vas être pilote pro, donc allez, je te donne tout, on mange des patates et puis on crame 50 litres de carburant par semaine pour que tu sois pilote professionnel. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Moi, j'ai fait mes études, j'ai un bac plus 3, j'étais en bureau d'études, j'étais chargé d'affaires. Et à ce moment-là, en fait, j'avais ce problème-là qui s'est posé en disant, mais je veux des responsabilités dans mon job, mais je veux aussi parcourir le monde et voyager pour faire ma passion qui commence à me rémunérer et être pilote. Bon, bah, je fais le choix d'arrêter de travailler, mais j'ai jamais eu cet objectif-là premier de dire je vais vivre de ma passion. J'en suis hyper heureux aujourd'hui, hein, et ça dure et je suis le plus heureux des hommes avec ça. Mais c'est vrai que c'était pas l'objectif premier, quoi. Merci. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme question? Ah oui, ouais, je suis pas sûre que tu aies fait du brushless cette année. Du coup, en si peu de temps. Si, j'ai fait. Si, elle est là, regarde. Elle est prête à aller dans mon jardin demain. Ah mince, tu t'es pas levé, je suis déçue. Non. Merde, raté. Et si le nombre de personnes monte au-dessus de 300, je me promets de me lever. Ah, on est à 203. Alors il y a une surprise, hein. S'il doit se lever et qu'il n'ose pas le faire, on sait pourquoi nous. C'est ça. Je suis en home office. Voilà. Mais en tout cas, la vraie question de monsieur Hervé Poul était quelle électronique que tu utilises sur ton MP9 Evo? Alors, j'utilise le combo Hobby-Wing. Bon, je peux le montrer. Donc, effectivement, j'ai roulé à Padova avec combo Hobby-Wing XR8 SCT avec le moteur 1900 kV et batterie Genesis. Voilà. Impec. Merci. Une question de Vincent Bartement à nouveau. Renaud, tu te remets quand à VRC Pro? Effectivement, il y a pas mal de monde qui m'ont posé la question en me disant mais tiens, tu joues à VRC Pro Et effectivement, je jouais quand j'étais étudiant à Grenoble à l'époque avec un clavier, donc avec les flèches haut, gauche, droite, comme ça, avec une main. C'était vraiment les débuts de VRC. Je suis même pas sûr que l'adaptateur existait ou c'est vraiment les débuts en touring piste. Et effectivement, je jouais, mais il y avait pas du tout. Enfin, c'était pas en ligne à l'époque. C'était tout début du truc et j'ai joué et ça m'a gonflé et j'ai arrêté. Alors c'est vrai que depuis le jeu a énormément évolué et je vois des vidéos aujourd'hui et c'était sûr que ça fait envie. Après j'ai d'autres témoignages de pilotes des fois quand je suis arrivé des fois à Padova début janvier où les pilotes en fait ils ont roulé tout l'hiver sur Padova sur VRC. Ils me disent mais oh là là j'y arrive pas à sauter une bosse, ça a rien à voir. Du coup, c'est sûr que si tu as prévu de passer 4 heures par jour à jouer aux jeux vidéo, à la limite, il vaut mieux que ce soit avec une radio dans la main plutôt qu'une manette de play. Mais je suis pas sûr qu'en temps normal, jouer à VRC améliore vraiment le comportement. Alors après, on en discutait cette semaine avec Slimane Medjoubi. C'est vrai que ça permet quand même d'avoir une concentration. C'est certain que quand tu restes vraiment devant ton ordi à piloter avec la radio dans la main, ça te fait quand même les réflexes, ça fait la concentration et tout ça. Et comme je dis, vaut mieux jouer à ça que à FIFA ou un truc comme ça si vraiment vous voulez entraîner pour la RC. Mais j'ai pas prévu de rejouer à VRC parce que j'ai une vie de famille et j'ai déjà pas le temps de m'en occuper suffisamment.
Mais je crois que Robert Battle était un peu de ton avis en disant que niveau sensation et tout, c'était vraiment compliqué. Je sais plus, j'avais pas vu passer une story ou un truc comme ça où il disait que non, il n'y jouait pas parce Après, que. sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas réessayé, hein, Ouais. donc je peux Moi, pas moi vraiment. qui l'ai Voilà. Mm. essayé il y a longtemps, en TT, il n'a pas évolué le jeu. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, c'est dur de retrouver le même feeling quand même. Alors, moi j'ai noté une question qui vient d'être posée. Mais Prêterais-tu, ça aide pour faire des whips, c'est tout. Yannick, Noah, il m'envoie des vidéos où il fait des whips sur VRC et il dit ça, c'est de Savoya. alors de Yannick Roubaud, prêterais-tu ta voiture de compète à un pilote pour qu'il puisse l'essayer et comparer avec la sienne? Ça m'est déjà arrivé. Et en général, si je suis pas dans un timing serré ou j'ai pas des pièces proto que j'ai pas envie de casser ou des choses comme ça, ouais, je le fais volontiers parce que ça permet des fois de se remettre en question dans un sens comme dans l'autre. Parce que des fois, moi, des fois, j'essaie des voitures donc d'autres pilotes et de fait de prêter la mienne. En fait, on peut avoir la même voiture, mais le fait juste que le frein soit bien réglé, que le trim il soit bien réglé, des choses comme ça, en fait, de faire d'essayer ma voiture, en fait, tout est naturel. Oui, parce que je passe le temps de le faire. Euh, Moi, la première fois que j'essaye une voiture, ce qui me choque le plus, c'est la garde à la gâchette. Par exemple, Mm. quand j'essaye ma voiture, enfin, moi, ma voiture, dès que je touche la gâchette, paf, j'ai de la réponse, la voiture, elle avance, dès que je touche le frein, voilà. Et c'est vrai que ce genre de truc, quand on essaie ma voiture, oh là là, mais dès que je touche ça, bah ouais, c'est le but, quoi, en fait. Donc, ouais, non, c'est vrai que des fois, ça permet de prendre un peu du recul, dans un sens comme dans l'autre. Si des fois, bah, je prends la voiture du pilote et je suis 3 secondes au tour plus vite que lui-même avec sa propre voiture, je dis, bah voilà, ta voiture, elle est capable de faire ça. Donc, arrête de te plaindre, en gros. Et puis dans l'autre sens, à lui d'essayer ma voiture et de dire, bah voilà, maintenant, ma voiture, moi, elle fait des 38, avec toi, elle fait des 45. Bon, bah, voilà. Super, ok. Vas-y Vivi. Euh, Bruno, je crois que je vais écorcher son nom, mais Bruno Lafrancescina, tu sais, c'est Bruno de Enchanté. Longuic. Voilà, non, tu le connais, c'est le beau-papa de Kevin. Pourquoi Renault, à ton sens, les jeunes n'arrivent pas à détrôner les anciens en CF? Ah, ça, c'est une super question. Euh, ouais, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Déjà, quand on est duo père-fils, il y a plusieurs notions à avoir. Il faut que le père il soit déjà hyper calé mécanique, parce que ou le fils, hein, l'un va pas sans l'autre, mais c'est vrai qu'il faut avoir une voiture super bien préparée. Et si le duo fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre les deux, parce que on l'a déjà vu, si le père met une pression supplémentaire aux jeunes pilotes, ben, ça va être contre-productif. Et après, bah, il faut que les choses se fassent naturellement. Alors après, c'est de la préparation, c'est d'aller en piste, peut-être s'entraîner un petit peu. Alors après, faut pas s'acharner non plus. Il faut que ça reste une passion, que ça reste un plaisir. Moi, je cite toujours l'exemple. Je n'ai jamais fait une séance d'entraînement jusqu'à être champion de France national. C'est-à-dire qu'avec mon père, on n'a jamais fait de dire allez, on va un samedi ou un dimanche sur une cour, enfin sur une piste ou même en semaine, encore pire, prendre des congés pour aller en semaine pour aller s'entraîner. Ça ne nous est jamais arrivé. Par contre, tous les dimanches, on faisait une course régionale. Question de Nico Noble, et après je crois qu'on n'en posera plus qu'une toute dernière parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Quel est pour toi le meilleur pilote du monde et pourquoi? Ah, il était... Ça réfléchit là. Non, c'est une bonne question. Et en fait, ça me vient naturellement. Je pense qu'à l'époque, c'était Atsushihara. Parce que pour moi, c'était un des seuls capables. Alors après, il savait s'entourer des bonnes personnes aussi pour faire en sorte que le matériel soit bien réglé, bien adapté à son pilotage, etc. Mais c'était le seul capable de n'importe quelle catégorie où il allait. Il va faire un championnat du monde 8e nitro, bof, allez, podium. Il va faire un championnat du monde touring, un 10e électrique, bof, podium. Pour moi, ça m'a bluffé. Aujourd'hui, le seul qui est capable de faire ça, c'est Bruno Polo. D'accord. Et en plus en multicatégorie. Ouais, enfin pour moi, le vrai pilote, c'est ça, c'est cette capacité d'adaptation, de dire, bah voilà, j'arrive, je suis passionné, je suis compétiteur, et puis en fait, j'ai les bons produits, parce que c'est évident, hein, si tu es super bon pilote, mais derrière ça suit pas, bah, malheureusement, tu peux pas montrer ton vrai potentiel, mais c'est le seul qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et il se met pas forcément, il se fait pas forcément des amis. Mais voilà, pour moi aujourd'hui c'est le seul qui est capable multicatégorie d'arriver et de jouer un titre
ou au moins un podium dans n'importe quelle catégorie en championnat. Bon, moi je pense qu'on va peut-être couper parce que ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Je pense qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Virginie, tu voulais poser une dernière question? On n'est pas allé à 300. Non, on n'est pas allé à 300. Donc ils ne sauront pas pourquoi on voulait que tu te lèves. Tant pis pour eux, mais nous on sait. J'ai un short très court, je suis pas en caleçon comme certains cochons peuvent l'imaginer. Mais voilà, j'avais pas prévu de me lever, quoi. C'est ça. Voilà. Écoute, pas grave, on est à 190. Sur le chat, est-ce que ça vous a plu cette pour essayer d'augmenter un peu le nombre, parce que moi je vais recevoir un texto de Marie là, franchement, c'est pas sérieux tout ça. Ouais, tu vas te faire chambrer là. Voilà. Ouais. Non mais moi j'ai qu'une envie, c'est que le confinement dure encore. Je peux plus faire une manche championnat de France. Marie, elle va m'arrêter tous les dimanches, elle va me dire mais t'es un tocard. Ouais, mais elle est contente, elle sera passée au moins une fois dans sa vie devant toi. C'est vrai? Ouais, au moins une fois. Allez, une dernière question. C'était compliqué celle-là. Non. Comment on fait un requin en origami? Non, c'était trop long, t'as même pas fini. Attends, je vais regarder ce qu'il y a là par là. Dis tout, moi je compte pour 80. Ah, tiens, allez. La dernière sera pour Stéphane Jouvel, qui est parmi nous. Qui était là. Salut Steph. C'est pas celle où il a dit, mais c'est qui Renaud Savoyard? Non. Qui es-tu? De toutes les marques de moteurs que tu as eues, laquelle reste pour toi pour l'instant la plus marquante dans la globalité? Ceci est peut-être une question piège. Est-ce qu'elle est pas du tout pipée, surtout? Attends, parce que ça peut marcher, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est Stéphane Jouvel sur le chat. Non, bah non, faudrait peut-être le dire. Vas-y, Renaud. Non, Stéphane Jouvel était à l'époque travaillait chez RB. Donc c'est pareil pour tous ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas RB. En fait, c'est une marque française motoriste de moteurs fabriqués en Italie avec leur propre spec. Et puis en fait, c'est avec ce moteur-là que j'ai pu avoir mettre plusieurs titres à ma ceinture. Et c'est vrai que ça a été un plaisir de travailler avec Stéphane, d'abord chez DJTS pour Mugen et ensuite chez RB. Et c'est vrai que c'était une super marque, tout comme RC Concept. Voilà, et je peux pas citer, en fait, je peux même pas dire RB était vraiment un tournant de ma carrière parce que j'étais déjà champion d'Europe avant d'aller chez RB. Donc c'est vrai que ça a participé, ça a grandement aidé parce qu'il y avait les personnes qui ont aidé aussi à mon développement personnel dans ma carrière, dans mon épanouissement. Effectivement, RB, c'est un super produit et comme je le dis encore une fois, comme RC Concept. Voilà. Comme ça, Stéphane aura eu la réponse. Et comme ça, il est un peu content, mais je lui donne pas complètement raison. Ouais, c'est ça. C'est pas à 100%. Effectivement, Guillaume Papy, effectivement, avec qui on faisait des courses quand on était gosse. Rossi a été mon premier sponsor à l'époque. Effectivement, si je dois marquer peut-être un événement de ma carrière à l'époque, c'était ça. En fait, je me souviens, j'étais tout gamin. Pour le coup, Rossi, c'est une marque de moteur italienne, évidemment, qui arrivait sur le marché, qui voulait s'implanter en France. Ils avaient des produits. Et en fait, ils m'ont donné la chance de pouvoir les représenter. Et en fait, moi, étant gamin, il y a un carton qui est arrivé chez mes grands-parents, il était plus gros que moi. Il y avait des moteurs, il y avait des blousons, il y avait des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a fait rêver. Et ça, c'est des trucs marquants. Je vois encore l'image dans ma tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir ce genre de soutien. Moi, j'étais juste jeune pilote, on ne demandait pas grand-chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout le monde est sponsorisé, et c'est vrai que ça donne un peu une mauvaise image du truc parce que tout le monde veut 10%, 20%. Je vais faire ma première saison en course de régionale et vous faites un sponsoring. Ouais. Il y a Sébastien Chaffardon qui te dit merci. Non, mais c'est naturel parce qu'il faut savoir reconnaître les personnes qui m'aident et qui m'ont aidé dans ma carrière. Et c'est vrai qu'avec Sébastien, il a été présent pour moi au moment où j'étais pas au top de ma carrière. Il m'a tendu le bras pour faire en sorte que je puisse avoir des super produits et puis faire 2 finales de championnat du monde. Ouais, bravo à vous deux. Enfin, il y a toute l'équipe qui était d'ailleurs avec vous. C'est plus une équipe que des personnes uniques.
Mais Euh, personne n'a commenté ma coupe de cheveux ni ma barbe, du coup, je suis déçu. Bon, la c'est barbe, vrai, c'est pas t'as eu. choquant. Et t'as pas eu de troll non plus, hein, c'est vrai. Non. Non, c'est vrai. À cette Rien heure-là, ils à sont à voir avec l'apéro. Adrien Brins Ils sont à l'apéro. Non, ils ont été sages. Tout le monde a été sage. Bon, on n'a pas passé les 300, donc on saura pas pourquoi il fallait que tu te lèves. Tant pis pour eux. Ah, mais je ferai peut-être une photo plus tard. Voilà. Et c'est vrai que le fait que t'as pas eu de troll comme ça dans le. Je me demande s'il n'y a pas beaucoup plus de respect parce que tu es vieux. Oh, ouh, ce petit Non, tacle. parce qu'en fait, ces gens-là sont fatigués. Parce qu'en fait, moi, je suis trollé sur ma page à chaque fois que je fais un tuto. Et c'est peut-être en fait parce que toi, t'es vieux, ils ont ce respect-là. Parce que moi, tout seul, parce que Julian est présent, tu vois. Donc, et d'habitude, il troll. Et là, il a l'air C'est vrai. plutôt tranquille. Donc, tu vois, le problème vient peut-être pas de moi sur l'âge. Parce qu'en général, on me troll quand je suis tout seul. Et Ah, étant donné que j'ai quand même énormément de respect pour Vivi, puisque c'est pas elle qui vient de me mettre un tacle, ça peut être que de toi. oh, c'est gentil. Puis ça va, on a le même âge. C'est lui le vieux. Il y a Julien Ferrandis qui dit sur les anciennes photos, tu avais la même coupe que Jérôme Sartel. À l'époque. C'est vrai, ouais. Mais Jérôme Sartel, à l'époque, était top, au top de l'ARC française. Et effectivement, je me suis peut-être, comment dire, euh, inspiré parce que c'était mes idoles. Tu prends un Guillaume Vrai, un Yannick Aigouin, un Jérôme Sartel. Pour moi, c'était les pilotes qui étaient au top. Jay Aigouin aussi, qui était au top du championnat de France quand moi j'ai rejoint l'élite en 2005. Non, 2002, pardon. Donc quand j'ai rejoint l'élite en 2002, c'était les mecs qui étaient au top. Et c'est vrai que j'avais énormément de respect pour ces gens-là. Après, aujourd'hui, on a tous vieilli et du coup, l'âge a fait ses effets pour certains. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours des pilotes que j'ai admirés parce que moi, quand je suis arrivé à ce moment-là, on m'a dit c'est aussi pour ça que c'est le requin, parce qu'on m'a dit mais l'année prochaine, monsieur Savoyard, vous allez être noyé dans la botte et puis vous verrez, le championnat de France élite, c'est quand même des requins. Alors, est-ce que le requin a mangé la panthère rose? Joker. Non, parce qu'on en parlait tout à l'heure des carrosseries, et effectivement, il y a eu. Toi, tu as fait le requin, lui, il a fait la panthère, et c'était vraiment deux signes communs aussi, à part les cheveux. Hein. Vous avez des points communs. Par des cheveux. On va finir par faire des lives de coiffure. Ouais, c'est vrai. Bon, et ben on va peut-être en rester là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas mal parce que sinon on peut passer la soirée à papoter, je pense. Bon, après, moi j'ai le frigo là-bas, je vais me chercher une bière et puis on reste tous ensemble. Hein. Et puis on continue. Ouais, oui, on pourrait rester des heures, mais je sais pas si les gens vont vraiment rester avec nous pendant des heures. Ah, parce que du coup, il y a les tutos de Renault, mais moi la semaine prochaine, je lance les apéros de Renault. Ah, ça m'intéresse ça. Non, à consommer avec modération, évidemment. Bah oui. Bon, ça va, on prend pas la voiture en ce moment. Ah bah non. Non, là pour le coup, c'est à domicile. Et du coup, on te remercie beaucoup, Renaud, d'avoir participé à cette interview. Avec grand plaisir. Très, très intéressant. Merci à vous de m'avoir donné la parole. C'est vrai que votre idée de faire une interview un peu autre que technique, c'est vrai que c'était top. Parce que c'est vrai que on est tous à partager la même passion. Et puis voilà, parler un peu d'autre chose que de la pince et du carrossage, c'est vrai que c'est cool. C'est ça. Oui, c'est pas mon sujet de prédilection préféré, donc oui, ce sera pas de ma part des lives de technique. Non. Papoter par contre de la vie de chacun, l'histoire un peu biographique, ça par contre c'est super intéressant. Merci à vous en tout cas. Bah, écoute, encore merci à toi. Et nous du coup, oh non mais allez je balance. Marine Ironi. Alors le chiffre, elle vient de m'envoyer un SMS. Bon, Marie. Et après, c'est moi qui suis ultra compétiteur, mais en fait, je pense qu'il ne faudrait pas Marie en tant que pilote en championnat de France, parce que ça serait juste pas possible. Comme on a eu un pic à 230, Marie. Voilà. Ouais, gros bisous à Renaud et à vous deux. Bon, ça va, elle se rattrape. On fera un petit tableau de stats pour comparer entre vous deux, promis. Et ouais, la compète. Ouais, exactement. Bilan dans 4 jours, histoire de laisser mûrir le truc. Mais en fait, si j'ai battu son score, c'est peut-être parce que du coup, elle avait tellement montré aux gens que le live existait, tu vois, ça avait tellement montré que c'était bien, que du coup, ils nous ont rejoints ce soir. Ah, c'est ça. Et... Oh, c'est beau. C'est beau. Et je vais peut-être demander le remboursement de ma licence. Ah, le malin, tu t'enverras un mail à la Fédé. Ils en ont pas eu beaucoup en plus comme demande comme celle-là. Ouais. Ouais, malheureusement. Bon, en tout cas... Oui,
Encore merci Alors, Renaud. Moi, je voudrais juste introduire le prochain interview. On va donc faire une autre star française. Et d'ailleurs, c'est Renaud qui va l'annoncer puisqu'on lui a dit tout à l'heure. Je m'en souviens plus. Salaud. Non, le prochain invité du coup du live sera Yannick Aigouin. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc lundi à 18h, tout pareil, sur la page Facebook Automodélisme, on sera présent avec Yannick et toujours dans une optique de live biographique, puisqu'il a été sollicité par d'autres médias qui feront des côtés plus techniques et distribution, machin, enfin le côté un peu plus compète. Et du coup, il faut que je lui pose 3 questions aussi, c'est ça? Normalement, c'est 2 questions. Ouais. Voilà. Et tu n'es pas obligé, hein, mais voilà. Non, avec plaisir. Voilà. Si tu veux participer. Tu pourras, soit tu les as déjà là, mais sinon tu ne les donneras. Oui. Non, je suis tellement vidé de notre live, d'avoir partagé ma vie que je n'arrive plus à trouver des mots. C'est ça. Tu iras boire une bière, ça te remotivera. Et ben moi, je vous dis au revoir et je vous laisse dire votre mot de la fin à tous les deux. Ben, au revoir. Non, moi je voudrais rebondir une dernière fois encore, profiter de cette expérience live avec vous pour remercier vous en premier et puis tous ceux qui êtes chez vous aujourd'hui à suivre notre live, à suivre les tutos, à me féliciter quand on est sur les courses. Et encore une fois, c'est une chose que j'arrête pas de répéter. Si jamais à la suite de ce live vous avez encore des questions à poser, ne serait-ce sur la vie perso ou sur le short très court que j'avais aujourd'hui, n'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages donc sur ma page Facebook Renaud avec un O Savoyard. Et effectivement, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, n'hésitez pas aussi à me voir physiquement sur un circuit. Ça m'arrive encore trop souvent à ce qu'on me dise le lundi « Ah, je suis venu à la course, mais je suis pas venu te voir. » Et ça, je trouve dommage parce que ça participe encore une fois au fait qu'on disait tout à l'heure qu'on puisse avoir de plus en plus de passionnés à nos côtés et à partager notre passion. À bientôt tout le monde. Ça, c'est un beau mot de la fin. Mais merci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.